Chapitre 2. Pendant les grandes vacances. On était au mois du juin, la saison pluvieuse s'affirmait pleinement. Certains élèves partirent en vacances. Le jeune Abdou avait l'habitude de passer les grandes vacances avec son père. Alors, il mit la famille au courant que cette saison, il allait les passer avec son père. L'examen du second semestre venait de finir. Le jeune Abdou s'apprêta pour un long voyage comme d'habitude, pour passer les grandes vacances aux côtés de son père et de ses demi-frères. Un matin, de bonne heure, Abdou lava ses habits et alla au marché faire les achats, puis retourna à la maison. Sous un soleil ardent, les habits étaient secs, et sans perdre du temps, il commença directement à les repasser, puis à les ranger dans une petite valise de voyage. Il acheta quelques cadeaux à ses petits frères et sœurs, à savoir les foulards, les bracelets et les poupées pour les filles, les montres, les jeux Apollo pour les garçons. Sa valise contint quelques documents, parmi lesquels se trouvaient Mamadou et Bineta pour ses petits frères et sœurs, un appareil numérique, appareil photo et quelques vêtements. Le soir, Abdou vint au carrefour, comme à l'accoutumée, les commentaires ne faisaient que s'enchaîner. Mais le centre de leur causerie était le même, le football. Abdou ralentit un peu la causerie et dit « Mes amis, je voyage demain sur Gorée chez mon père. S'il plaît à Dieu, vous savez que la ville n'est pas conviviale pendant les vacances. »« Merde, frère, tu nous as surpris. Fallait nous dire cela bien avant. On allait t'aider avec ce geste amical que tu connais, » dit l'un d'eux d'une voix surprise. « Non, les amis, vous avez assez fait pour moi. Vous n'êtes pas obligés de vous gêner pour rien. Permettez-moi de rentrer tôt pour dormir, car demain j'aurai un long voyage à effectuer. »« Ok, frère. De toutes les façons, on t'accompagnera à l'agence demain, Inch'Allah, et même si ce n'est pas le cas, on te souhaite un bon voyage. Et surtout, n'oublie pas de nous apporter les amuse-gueules de là-bas. » C'est entendu, les amis, alors bonne nuit. Le lendemain, très tôt le matin, Abdou, accompagné de ses amis à l'agence pour son voyage, attendit impatiemment sur la véranda de l'agence que le bus soit rempli. Quelques heures après, le chauffeur klaxonna et les passagers montèrent, et il démarra pour Gorée. Abdou était assis auprès de la fenêtre pour bien profiter de la nature et bien prendre l'air pur. Juste à côté de lui se trouvait une grand-mère âgée d'une 50aine d'années avec ses petits-enfants à ses pieds. Abdou l'aida à porter l'un des enfants pour lui faciliter le voyage. « Merci, mon fils, tu es vraiment gentil. » La vieille le remercia de l'avoir aidé à porter son enfant tout en souriant. « Je vous en prie, n'importe qui aurait pu faire cela à ma place, » répondit-il. « J'effectue constamment des voyages, mais les jeunes de cette ville ne se voient pas du tout en train d'effectuer une telle tâche. Tu vas jusqu'où ? » « Je pars jusqu'à Gorée pour une visite familiale, question de profiter des vacances. Mon père vit là-bas. »« Ok, moi, j'ai pour destination Bangui. C'est une destination encore plus loin que la tienne. J'amène mes 2 petites filles chez leur mère. Votre fille est là-bas ? Là, c'est bien. » Et la conversation continua. Abdou arriva à l'agence de Gorée, alors que le soleil se couchait. Sa valise n'était pas bien lourde. Il la souleva et se mit à marcher vers la sortie de l'agence. Il prit la moto-taxi pour la maison. Tout le monde était à la maison. Des gamins tout nus se vautraient ou s'amusaient sur le sable. Le père d'Abdou, assis devant une petite boutique qui se trouvait collée à sa maison, en train de prendre son thé habituel. Dans les rues, les passants étaient peu nombreux. Il reçut un bel accueil, et à sa grande surprise, il retrouva son frère Oumar, avec qui il ne s'était pas vu depuis longtemps. Abdou se jeta sur son frère et lui fit un câlin. Ce fut les plus belles vacances de sa vie. Abdou remercia Dieu de l'avoir permis de revoir son grand frère sain et sauf. Malgré la fatigue du voyage, le jeune Abdou et son frère passèrent une nuit blanche, car ils n'arrêtaient personne. Il était déjà 7 heures du matin et le soleil venait juste de se lever. Le petit déjeuner familial était servi. Comme de coutume au Tchad, il est d'une exigence de manger en famille. Après le repas, ils se reposèrent, et vers 10 heures du matin, les 2 frères se promenèrent dans la brousse pour admirer la nature, son appareil photo en main tout en causant. « J'espère que tu fréquentes toujours.
demanda Oumar. Oui, je passe en classe de première scientifique, Abdou lui répondit. Très bien, tu es déjà à un pas de classe d'examen, en plus un scientifique. La famille va bientôt découvrir un Albert Einstein, dit son frère tout en tapotant sur son épaule. Ah ouais, on ne sait jamais. Pour devenir Einstein, il faut de longues études et être déterminé, lui dit-il en souriant. Tu sais, frérot, je suis fier de toi. Le chemin de l'école n'a pas marché avec moi, mais avec toi, si. Donc, relève le défi que moi, je n'ai pas pu relever. Certes, je ne suis pas un exemple parfait de la famille, mais toi, oui, ne regarde pas ce que je fais, prends juste mes conseils. Je ne suis pas fier de moi, tout le monde me regarde comme un délinquant et c'est ce que je suis, un délinquant. Mais toi, tu pourras peut-être changer notre vie un jour, à condition que tu fasses attention. La grande porte d'entrée dans la délinquance, ça dépendra de toi, en contrôlant avec qui tu marches. Tes amis peuvent te détruire en un rien de temps pour un petit malentendu. Laisse-moi te raconter une histoire. Un de mes amis a été victime d'assassinat. On l'a tué à cause d'une fille. C'était à l'école. Mon ami aimait se balader avec une fille qui était sa camarade de classe. En vérité, mon ami et cette fille étaient de simples bons amis. Subitement, il commençait à avoir des amis louches. Il l'invitait souvent à prendre un pot. Un jour, ils ont décidé d'aller passer un week-end dans un jardin à quelques kilomètres de la ville. À leur retour, ils étaient retournés sans lui. Ils l'ont noyé jusqu'à son dernier souffle. Heureusement, l'un d'eux n'était pas d'accord, parce que le but de leur plan n'était pas de le tuer, mais de lui donner une bonne leçon. Voilà pourquoi toi aussi, tu dois faire attention avec les gens que tu fréquentes. Merde, les gens sont méchants. Ils gagnent quoi au final à part moisir en prison? Nous vivons dans un monde cruel où on ne connaît qui est qui. Merci pour le conseil. Je t'en prie, j'ai vécu beaucoup de choses dans mon service. De toutes les façons, c'est mon devoir de te conseiller. Ah ouais, dis, grand frère, t'as fait comment pour entrer dans l'armée? C'est une très bonne question. Dès mon arrivée à Gorée, je faisais le commerce avec papa. Nous faisions des allers et retours entre Gorée et la Centrafrique. Jusqu'à ce que le groupe de rebelles appelé Seleka m'offre une somme colossale d'argent pour être leur chauffeur. Et comme je ne gagnais pas grand-chose avec papa, j'avais accepté automatiquement leur offre. J'ai combattu sur plusieurs fronts jusqu'à ce que le gouvernement centrafricain me captive et fasse de moi un allié du gouvernement centrafricain. Et maintenant je suis sous-officier. Waouh! Dans notre famille, apparemment on a plusieurs officiers et sous-officiers, conclut Abdou. Il était 14 heures. Ils rentrèrent à la maison tous deux fatigués. Ils furent servis. C'était le repas de l'après-midi. Le père fit des commentaires avec ses enfants. Une semaine passée, pendant qu'Abdou était dans la chambre, Oumar démonta son pistolet et le nettoya. Entre-temps, Abdou était à côté et observait ce qu'Oumar était en train de faire. Il finit de nettoyer et de remonter son pistolet. Il laissa le pistolet sur son coussin et partit prendre sa douche pour s'apprêter à aller au service. Abdou ne connaissait rien concernant les fusils. Il prit l'arme en main et tenta de faire la curiosité en la touchant de tous les côtés. Subitement, une balle sortit du fusil et transperça sa jambe droite. Oumar était dans la douche. Il entendit un bruit qui était bien proche de la maison, et il se rappela vite qu'il avait laissé son pistolet chargé. Il sortit en vitesse de la douche. Il arriva à temps et trouva son frère en train de se vider de son sang. Il le conduisit aussitôt au dispensaire le plus proche. Les infirmiers amenèrent vite le patient Abdou au bloc opératoire, mais le résultat resta insatisfait pour manque des matériels et de médicaments dans ce dispensaire. Le docteur Alain appela les parents d'Abdou dans son bureau et leur expliqua la situation. « Messieurs, je vous ai fait appeler en raison de l'état de votre fils. Nous n'avons pas pu extraire la balle par manque de matériel et de médicaments, » dit le docteur Alain. « Alors, docteur, qu'allons-nous faire pour son état là? Moi et mes enfants sommes démoralisés. Essayez de faire votre maximum, je vous en prie, » dit le père d'Abdou. « C'est simple, je vais le transférer dans le camp des réfugiés qui n'est pas loin d'ici. Je vais ordonner son transfert accompagné d'un petit papier justificatif pour vous permettre d'avoir accès au camp sans trop de soucis.
D'accord, docteur, faites-le vite, s'il vous plaît. Le patient fut admis au camp des réfugiés. Quelques heures après, l'opération d'Abdou se passa avec succès. La famille restait impatiemment à côté d'une bâche, en attendant que les docteurs fassent tout leur possible pour sauver leur fils. Quelques minutes plus tard, un infirmier sortit du bloc et se dirigea vers la famille du patient. Le père d'Abdou perdit patience et se leva. « Monsieur, s'il vous plaît, je suis le père du patient qui est au bloc actuellement. Vous avez pu faire quelque chose pour mon fils ?» demanda-t-il d'un air désespéré. « Je venais comme ça vers vous. On a une bonne nouvelle et aussi une mauvaise nouvelle, » affirma l'infirmier d'un air sérieux. Toute la famille s'approcha de l'infirmier comme si elle regardait un extraterrestre et resta attentivement en attendant la bonne nouvelle du docteur. « Pardon, infirmier, commencez par la bonne. »« Ok, la bonne nouvelle est que nous avons pu extraire la balle et... » « Et la mauvaise nouvelle, alors ? » « La mauvaise nouvelle est que votre fils a connu des fractures et il doit être soumis à un soin rigoureux ici, au camp, jusqu'à ce qu'il se remette de ses blessures. »« Ah, docteur, vous m'avez fait peur. Dites-moi, docteur, il va s'en remettre, j'espère. »« Oui, bien sûr, il s'en remettra s'il plaît à Dieu. Rassurez-vous et dites à la famille de ne pas s'affoler. Je suis parti, reposez-vous bien. » Le docteur fit quelques pas en arrière et s'en alla. « Merci encore une fois de plus, docteur. Passez une bonne fin de journée. » Le père d'Abdou remercia ainsi le docteur et regagna sa place. La famille retrouva un petit soulagement à l'écoute de cette nouvelle. Abdou fut hospitalisé au camp jusqu'à ce qu'il guérisse de sa blessure. Le camp de réfugiés était sous contrôle du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, dont la directrice s'appelait Nina, une Belge blonde, yeux verts, cheveux châtains, forme maigre, âgée d'une quarantaine d'années. Nina s'occupa personnellement d'Abdou. Le comportement du jeune garçon hospitalisé était apprécié par la directrice, parce qu'à chaque fois qu'elle lui rendait visite, elle trouvait qu'il était toujours en train de lire des documents ou d'écouter la radio qui était juste à côté de lui, pour suivre toutes les informations du pays. La directrice aimait passer du temps avec son patient, causant avec lui comme des bons amis. Parce qu'Abdou aimait poser des questions, elle lui raconta souvent son histoire, comment était la vie en Europe. Elle lui donna également des conseils, etc. Un jour, elle arriva sous sa bâche et trouva Abdou en train de lire un de ses livres. Les Misérables, de Victor Hugo, qu'elle lui avait donné comme cadeau. « Bonjour Abdou, ça va toi ? Bonjour directrice ? Oui, ça va bien, merci. Et vous ? Oui, moi ça va. Et ta jambe, comment tu te sens maintenant ? Ça va maintenant, je ne sens pas la douleur comme avant. Ok, c'est bien, c'est un bon signe. Ok, merci. Alors, à part ça, quoi de bon ? Ah, rien de bon à part les politiciens qui font leur folie à la radio. Ok, dans ce cas, raconte-moi un peu comment était ton enfance, lui demanda la directrice. Vous voulez savoir mon enfance ? Ok, je vais vous la raconter avec plaisir. Alors, mon histoire d'enfance est la suivante. J'ai commencé l'école avec un grand retard. J'avais exactement 11 ans. Je me suis inscrit directement en classe de CE1. Nous vivions dans un quartier modeste, le quartier où l'union était notre devise, le quartier où nous formions une seule communauté. Dans notre concession, nous avions à peu près 4 chambres. Une pour ma grand-mère, une pour nous, c'est-à-dire moi et mes cousins, et les 2 autres pour les locataires. L'un vivait avec sa femme et ses 2 enfants, et l'autre était un jeune mécanicien célibataire. Je vous assure qu'entre-temps, nous vivions dans la paix totale, malgré notre pauvreté. Ma grand-mère vendait devant notre maison les patates cuites, frites, concombres, taros, etc. Ce que j'aimais dans mon quartier, c'était que chaque nuit, après avoir fini avec l'école coranique, tout le monde sortait. Quand je dis tout le monde, ce sont les jeunes du quartier uniquement. Nous avions plusieurs jeux parmi lesquels il y avait le jeu de bandit-police que j'aime tant. Nous formions 2 camps et nous nous alignions, un commanditaire et un modérateur qui s'allongeaient à cheval, tête baissée, yeux fermés. Le commanditaire lui tapotait le dos avec douceur et récitait ceci. « Doum doum, Ali Baba, qui est celui-là » Le modérateur répondait soit par bandit,
soit par police, et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre des deux camps soit exact, et le jeu se relançait. Les bandits couraient, et les policiers les poursuivaient et les attrapaient les uns après les autres. Et après, le camp de la police devenait celui des bandits, et vice-versa. Parfois nous jouions aussi au jeu numéro. Un des nôtres restait à quelques mètres de nous, écrivait un numéro sur le sol et couvrait le numéro, et disait par exemple un numéro entre 10 et 0. Alors celui qui était à gauche commençait. S'il ratait, le suivant épelait à son tour. Si l'un arrivait à trouver, le meneur du jeu lui disait « Accourba Arcab, celui que tu as attrapé. Il te portera sur son dos et t'amènera jusqu'à devant le meneur du jeu. » Ce qui était encore plus magique dans mon quartier, c'était les écoles coraniques, le marché, les terrains de foot, les cinés, qui étaient juste aux alentours de nos maisons. Notre école coranique était bien organisée avec l'emploi du temps, surtout le cours de nuit. L'emploi de notre école coranique était reparti comme suit. Vendredi, hadith. Samedi, récit de vie de prophète. Dimanche, questions-réponses, tirées du Coran et des hadiths prophétiques. Lundi, histoire des prophètes. Mardi, lecture du Saint-Coran. Ce qui était admirable encore dans mon quartier, c'était que nous avions des anges gardiens. Le chien du quartier qui nous connaissait tous, on l'aimait aussi bien, n'était pas méchant envers nous. On l'appelait Bobby. Nous avions aussi un fou au quartier, qui aimait s'amuser avec nous. Il n'avait jamais fait du mal à quiconque dans le quartier. On l'appelait Jafat, un vieux âgé d'une 80aine d'années. Il était là pour nous raconter des contes, des mythes, des histoires. Son bon côté était que quand il y avait une bagarre entre nous, il nous fouettait copieusement sans demander l'avis des parents de quiconque. On le surnommait Abba Angourassa. Pendant la saison pluvieuse, notre quartier n'était pas différent des autres quartiers de la ville. Pendant cette saison, les routes étaient inaccessibles. L'inondation envahissait les maisons. Notre chef de carré nous soutenait toujours dans les mauvaises épreuves. Nous les jeunes, il nous achetait le ballon en cas de perte. Il nous assistait pendant les tournois du quartier, malgré qu'il soit un vieux de la soixantaine et que son âge ne lui permette pas de faire les activités avec nous. Il nous disait toujours « J'ai été jeune et je suis passé par ces épreuves ». Quand la saison pluvieuse arrivait à grands pas, le chef de carré nous mobilisait et faisait passer les informations maison par maison sur la date et l'heure de curer les caniveaux du quartier. Pendant les jours, les jeunes, les femmes, les vieux se mobilisaient tous pour apporter leur soutien nécessaire. Les femmes, par exemple, nous préparaient du café, du thé et du lait. Les vieux nous aidaient financièrement et nous avions notre grosse MP3. Nous écoutions des musiques et tracions le chemin pour que l'eau puisse être canalisée. Mieux vaut ne pas parler du football, de notre enfance, avec nos règlements. Raconte-moi quels sont vos règlements de football. Tu vas seulement mourir de rire. Raconte-moi, bon sang, j'ai toute ma journée libre. Ok, comme tu insistes, je dois te raconter alors. Nos règlements étaient comme suit. 1. Le gros est toujours le gardien. 2. Le match se termine uniquement si tous les joueurs sont fatigués ou si le propriétaire du ballon s'est fâché. 3. Peu importe le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. Le dernier but gagne. 4. Il n'y a pas d'arbitre, donc on n'a pas l'heure à laquelle le match sera fini. 5. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer dans la même équipe, alors chacun choisit ses joueurs. 6. S'il y a penalty, le gardien est remplacé par un meilleur joueur de l'équipe. 7. Le meilleur joueur sur le terrain est toujours dans la même équipe que le propriétaire du ballon. 8. Il y a toujours une maison où quand le ballon y tombait, on savait que le match était fini. 9. Il n'y a de faute que si la faute est grave. 10. Le grand joueur, le propriétaire de ballon, même s'ils arrivent en retard, leur place est réservée. Waouh, c'est fantastique. Ton enfance était vraiment merveilleuse. En passant, tu fais quel niveau d'études ? Demanda Madame Nina. Merci, directrice. J'ai fait la classe de seconde et je passe en classe de première scientifique, lui répondit Abdou. Bravo, félicitations, tu es déjà loin. Dis-moi, tu aimerais devenir quoi dans l'avenir ?
Bah, dans l'avenir, j'aimerais être à la disposition de la population, répondre à leurs besoins, défendre leurs droits et leurs intérêts, dit Abdou. Je suis vraiment flatté et ému par tes bons et meilleurs choix, fiston. Est-ce que mon pays te plaît? Ouais, votre pays me plaît vraiment. J'ai connu un Belge au Centre culturel français. Il m'a beaucoup parlé de votre pays. J'ai vraiment aimé la Belgique et en plus, je suis fan de votre équipe nationale. J'ai aussi un frère qui étudie à Bruxelles et on causait constamment avec lui et surtout de votre pays. Et je meurs d'envie de visiter votre pays. Tu veux vraiment le visiter? Si tu veux vraiment, je t'emmènerai là-bas sans problème. J'aimerais bien t'aider à réaliser tes rêves. Je t'apprécie vraiment et en te regardant dans les yeux, tu es vraiment un grand ambitionné, visionnaire, plein d'objectifs. Je suis capable et prête à t'offrir une chance de réaliser tes rêves, lui répliqua la directrice Nina. Merci, directrice, pour les compliments. Vous m'offrez quoi? En fait, c'était juste une proposition. Ok, c'est quoi votre proposition? Si tes parents acceptent, je t'emmènerai en Belgique. J'ai une fille de 17 ans, c'est mon unique enfant et mon héritière. Je te la donne en mariage quand elle atteindra l'âge de mariage, bien sûr, et votre mariage sera un mariage à partage commun. Tous mes biens sont au nom de ma fille. Tu auras très vite la nationalité belge, lui proposa Madame Nina. Vraiment, je suis mort de joie. C'est une des plus belles offres, propositions ou une occasion qu'on ne m'a jamais offerte. J'accepte votre offre sans réfléchir. Si, mes parents l'accepteront. Je vais vous mettre en contact avec eux tout de suite si vous le voulez. J'ai mes oncles qui sont un peu partout dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, la Suisse, le Soudan et dans le pays ici. Ok, donne-moi leurs adresses alors. Je vais les appeler, tous aujourd'hui même, rassura la directrice. D'accord, directrice, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, la remercia Abdou. Nina convainquit tous les parents d'Abdou, excepté Hadjé Fané, la mère d'Abdou. Elle rejeta en bloc l'idée que son fils puisse quitter le pays. Nina pensa qu'Abdou pouvait bien convaincre sa mère et demanda à Abdou de rappeler personnellement sa mère pour la convaincre. Il appela sa mère pour la convaincre, mais hélas, la décision de sa mère resta irrévocable. « Écoute-moi, fils, tu es mon enfant chéri, et je compte beaucoup sur toi. Et s'il y a quelqu'un sur cette terre qui souhaite ton bonheur et ton sourire dans ce monde, c'est bien moi qui suis ta mère. Aller en Europe ne va pas forcément signifier que tu auras le bonheur. Je ne peux pas te confier à une inconnue blanche pour aller à l'autre bout du monde avec toi. Il y a un conseil que je te donne. Rattache-toi bien à tes études. Obtiens ton baccalauréat. Je veux te rassurer que tes oncles sont capables et mieux placés pour t'amener là où tu veux pour suivre tes études supérieures. Mais maman, même étant ailleurs, je pourrais bien continuer mes études sans problème, je te jure, dit-il à sa mère. Visiblement, tu fais semblant de comprendre ce que je viens de te dire. J'étais bien clair avec toi. Tu ne vas nulle part avec cette dame-là. Cette directrice que tu vois là, elle peut être dans les sectes, dans la sorcellerie, ou pire encore, elle va te transformer en son esclave, dit-elle. Maman, comment ça? Pourquoi tu as des arrière-pensées sur cette directrice? Impoli, écoute-moi très bien, Abdou. Tu ne vas nulle part, encore moins avec cette mystérieuse bonne Samaritaine-là. Et si par hasard j'apprends que tu as quitté cette ville, surtout avec cette directrice-là, sache que je ne suis plus ta mère. J'en ai ras-le-bol de tes délires, lui répondit sa mère avec un ton colérique. Il raccrocha le téléphone. Les larmes aux yeux, la directrice était juste en face de lui. Elle s'était mise à consoler Abdou. Ce jour-là n'était pas comme les autres jours pour Abdou. Très désespéré et en colère, il se mordit les lèvres et instantanément les larmes coulèrent sur ses joues. Pourquoi ma propre mère s'oppose à mes rêves? On n'a pas le droit d'haïr nos daronnes. Sinon, j'en ai déjà assez de son comportement à se mêler dans ce qui ne la regarde pas. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Sois seulement patient, peut-être que ta mère changera d'avis dans peu de temps. Elle continua en ces termes, et c'est juste de la temporiser, tu es quelqu'un de très fort. Ne te laisse pas abattre facilement. Yasmina Khadra ne disait-il pas que « On peut tout te prendre, tes biens,
tes plus belles années, l'ensemble de tes joies, l'ensemble de tes mérites, jusqu'à ta dernière chemise. Il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde qu'on t'a confisqué. Je ne pense pas que ma mère changera d'avis. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'interpose à mon bonheur. Même si je l'attends, ça ne va rien changer. À la place de ma mère, si c'était seulement une autre personne, je ne lui obéirais pas. Certes, c'est la patience qui détermine l'homme, mais être patient, ce n'est pas attendre. Pour moi, c'est agir en attendant. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde d'après, réaffirma Abdou. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais n'oublie pas aussi qu'Eline Cody disait « Ce qui t'attend est bien plus merveilleux que ce qui est derrière toi ». Quels intérêts, quelle intention et quels objectifs avait la directrice Nina dans son obsession vis-à-vis d'Abdou, en lui proposant d'être son héritier? Pour quelle raison la mère d'Abdou avait-elle catégoriquement refusé cette belle opportunité au profit de son fils? Nous étions en fin janvier, Abdou se rétablit de sa blessure et rentra en ville. Il avait perdu une année scolaire et aussi une offre qu'on ne lui avait jamais offerte dans sa vie. C'était le moment de désespoir et de cauchemar pour un élève brillant, ambitieux et sociable, qui se retrouvait seul dans le quartier alors que tous ses amis étaient à l'école. Plein de désespoir, de mépris envers sa famille et avec sa solitude, Abdou ne voulut pas rester à la maison sans rien faire. Il se mit à la recherche d'un travail, le temps d'attendre l'année scolaire suivante pour recommencer les cours. Il demanda partout, à n'importe qui, pourvu qu'il obtienne n'importe quel boulot. Il était prêt à s'engager dans tout ce qui pouvait l'occuper. C'est pourquoi il était venu trouver son ami Issa. « Salut mon frère, comment tu vas? La famille ainsi que la santé ?» salua-t-il d'un air timide. « Bonjour, frangin, je vais bien, merci. La famille se porte bien ainsi que la santé. On ne se plaint pas, alhamdoulillah. Et de ton côté ? » De mon côté, parlant de santé, famille, ça va, Dieu merci. Mais personnellement, j'ai un souci. Ah bon? Tu as quel souci, mon frère? Raconte, je ne sais pas si je peux être utile pour toi. Tu sais tout sur moi, mon frère. Le fait de rester à la maison sans rien faire, ni fréquenter, ne me sert à rien dans mon quotidien. Étant donné que j'ai raté une année scolaire, je suis à la recherche d'un job. Ok, tu sais Abdou, tu es plus qu'un ami pour moi, tu es un frère pour moi. Je n'ai pas un grand job à te proposer, mais seulement si tu acceptes. D'ailleurs, tu te souviens de mon oncle qui est à Koundoul là? Oui, je le connais très bien, oncle Mahamat. Voilà, il a une station-service à 15 kilomètres d'ici. Si tu veux travailler là-bas, je suis sûr qu'il ne va pas refuser de t'embaucher. Dis-lui seulement, moi, de mon côté, je suis partant si seulement ton oncle donne son accord. Mais il y a un problème, tu sais bien, faire aller-retour chaque jour d'ici jusqu'à son lieu de travail, qui est à 15 kilomètres d'ici, coûte au moins 2000 à 2500 francs. Donc ce n'est pas facile. À condition que tu restes là-bas chez lui, tu reviens en ville seulement pendant le week-end, dit Issa. J'accepte avec tout ça aussi, répliqua Abdou. Ok, dans ce cas, comme je n'ai pas les unités maintenant, une fois le transfert fait, je l'appellerai et je te tiendrai informé de sa décision. D'accord, frangin, je reste joignable. La causerie prit une autre dimension. Issa demanda à Abdou de l'attendre, le temps qu'il aille faire le transfert et revienne. Il revint de la boutique et appela son oncle devant son ami. Quelques minutes passées au téléphone, il raccrocha et dit à son ami. Il a accepté. Cool, il a dit que je pars quand? Lui, il n'a aucun problème, ça dépend de toi. Si ce n'est que de moi, comme aujourd'hui nous sommes vendredi, je partirai une fois le lundi. Ok, je vais le lui dire. Mais, frangin, je dois faire comment pour arriver là-bas le lundi? Je t'amènerai, t'inquiète. Sans demander la permission ni l'avis de quiconque dans sa famille, Abdou prit quelques habits dans son sac à dos et partit à Koundoul pour gagner paisiblement sa vie. Il fut recruté comme pompiste à la station et désormais il vivait à Koundoul avec son patron. Abdou gagna la confiance de son patron. Ce dernier appela Abdou dans son petit bureau et lui dit « Demain j'aurai un petit voyage d'1 mois à effectuer à l'est du pays et j'aimerais bien te confier la station.
Tu es loyal et dévoué avec moi jusqu'ici et je te connais très bien, même ta famille. C'est pourquoi je voulais que tu gères ma petite entreprise. Tu t'occupes de l'alimentation personnellement et les autres personnels s'occuperont des pompes et du garage. D'accord, vous ne serez pas déçus, Inch'Allah. Ok, je te donnerai plus de détails après. Maintenant, tu peux te disposer, c'est juste pour ça que je t'ai appelé. D'accord, et il disposa. Son patron lui confia la station à gérer. Pour une fois, Abdou n'a pas été déçu. Il gérait bien la station dans l'honnêteté et le dévouement comme la sienne. Quelques mois plus tard, en début du mois d'octobre, les cours allaient reprendre. Tous les vacanciers rentrèrent chez eux pour la rentrée scolaire. Les cours avaient commencé, Abdou était rentré de Koundoul pour poursuivre ses études. Malgré les circonstances de la vie, il tint le coup et commença les cours avec ses camarades. Un de ces jours, Abdou prit confortablement place sur le banc public qui se trouvait juste à côté de sa classe. Il tenait un bouquin, L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, à la main. Il était concentré sur son bouquin. Il leva la tête et tout d'un coup, il s'était déconcentré. C'est comme s'il avait aperçu un fantôme ou une créature miraculeuse. C'est vrai, il observa une créature miraculeuse. C'était une jeune fille très charmante, éblouissante, éclatante et séduisante à la forme mannequin. Elle avait une tenue bien repassée, un corps de rêve, des yeux brillants et luminescents, chevelure lisse et longue jusqu'au dos, bien parfumée. En passant, elle le salua en levant la main de loin accompagnée d'un petit sourire et rentra en classe. Abdou la fixa d'un regard angélique accompagné d'un sourire aux lèvres et répondit à sa salutation. Ce jour-là, Abdou éprouvait un sentiment émotionnel et se demanda intérieurement « C'est quelle créature? Elle ne s'est pas échappée du paradis par hasard? C'est une des plus belles filles que je n'ai jamais vues. Je serais enchanté de faire connaissance avec elle. Il va falloir que j'utilise mes moyens de séduction. » Un lundi, Abdou sortit de la salle et trouva la jeune fille là, assise toute seule sur le banc public qui est juste à côté de sa salle, les kits oreillettes aux oreilles, en train de manipuler son téléphone. Elle secouait la tête comme si elle dansait au rythme d'une chanson. Abdou se dit intérieurement « C'est maintenant ou jamais ». Il l'approcha et dit en souriant « Bonjour, bonjour camarade, comment tu vas ?»« Ah !» Bonjour, camarade. Je me porte bien, merci. Et toi? Excuse-moi de ne pas avoir répondu à temps. Je suis en train de suivre un morceau là, dit-elle. Idem, je t'en prie, ça ne me dérange pas. Tu suis quel morceau? Demanda Abdou à la jeune fille. Ok, cool, assois-toi, je t'en prie. Je suis un morceau du groupe Parfum d'amour. Son titre, c'est Love My. Ok, merci, cool. Je connais le groupe Parfum d'amour. J'ai leur album au complet. D'abord, excuse-moi de ne pas avoir eu le temps de me présenter. Je m'appelle Abdou. Enchanté de faire ta connaissance. Abdou, tu as un joli prénom. Moi, je m'appelle Fatimé, mais on m'appelle Fati. Le plaisir est partagé, Fatimé. La causerie continua. Petit à petit, Abdou commença à s'intéresser à Fatimé et commença à tisser une relation amicale avec elle, en commençant par de petites causeries. Fatimé était une fille timide, calme et discrète. Elle devint une bonne amie à Abdou, mais l'intention d'Abdou ne se limitait pas à une simple amitié. Il s'assit sous un manguier avec un air pensif, sa main gauche sur son menton, et se balada dans ses pensées. Il parla tout seul en ce sens. « Cette fille va me rendre fou, je ne cesse pas de penser à elle. Elle est tout le temps dans mes pensées. Je ressens vraiment un fort sentiment pour Fatimé. Alors, comment lui faire comprendre qu'elle occupe une grande place dans mon cœur? Mais comment arriver à parler sérieusement à Fatimé? Comment lui déclarer mon amour? Étant donné que je me sens déjà en friend zone, je suis déjà dans une zone de relation amicale avec elle. » Abdou réussit à gagner la confiance de Fatimé. Il allait souvent chez elle sans problème pour des raisons de révision. Ils aimaient rester ensemble. Pendant les récréations, ils allaient manger le sandwich, la patate, buvaient le jus, le café, l'eau, le jus d'oseille, etc. Ils se baladaient dans la cour. Un de ces quatre, Abdou prit le courage et se souvint de ce que Nelson Mandela disait. « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. »
et lui déclara enfin son amour et exprima ses émotions avec des mots doux, qui sont les suivants. Tout a commencé à l'école avec une salutation. Tu m'es apparu dans le ciel comme un ange. Au début, j'hésitais. Je n'ai pas voulu m'approcher de toi. Tu es la seule dont j'ai toujours rêvé. Sans toi à mes côtés, je me sens crevé. Ce que je ressens pour toi n'a pas de nom. Tu es ma vie, tu seras ma femme. En train de penser à toi jour et nuit. J'ai envie de crier que je t'aime et que tu es la seule pour qui j'oublie mes problèmes. Besoin de toi à mes côtés, quels que soient tes soucis, je suis prêt à t'écouter. Tu es mon tout, tu es mon rien. Tu es mon mal, tu es mon bien. Je ne vis que pour toi. Je t'aime à la vie, à la mort. Oh, c'est mignon. Tout ça, c'est pour moi? Je suis flatté de les écouter. Je comprends, Abdou, mais je ne peux pas te répondre maintenant. Il faut que tu me donnes le temps de bien réfléchir. Ok, d'accord, mais s'il te plaît, je ne supporte pas d'attendre longtemps. Mais comme on dit souvent, la patience est le meilleur chemin qui mène au succès, car le succès est le fruit de la patience. Je vais patienter, dit Abdou à Fatimé. Ok, si tu veux savoir la vérité, moi aussi j'éprouve le même sentiment pour toi. Mais je te dirai à une seule condition. Si tu acceptes, tant mieux. Dans le cas contraire, chacun reste là où il est, lui dit Fatimé. C'est quoi ta condition? Demanda Abdou. Je suis, dit-elle en bégayant. Tu es quoi? Tu as quoi? Dis-moi s'il te plaît, demanda Abdou très impatient. Je n'ai pas connu l'homme dans ma vie, et elle baissa la tête. C'est-à-dire quoi, tu n'as pas connu l'homme dans ta vie? Demanda-t-il, en ayant un air curieux. En fait, je suis vierge, et je compte préserver mon corps jusqu'au jour de mon mariage, dit-elle, faisant une mine d'enterrement. Ah, tu m'as fait peur, là. Pour ça, ne t'en fais pas. Ça ne me dérange pas de partager ta pensée. Je respecte ta condition, crois-moi, confirma-t-il d'un air sérieux. Ok, merci pour ta compréhension. J'espère que toi et moi ferons un beau couple. Je l'espère, moi aussi. Bon, je dois partir. On cause par téléphone. Bye bye.